Salut Benjamin Bunel. Salut Lénie. Benjamin, tu es auteur et réalisateur. Sur Internet, tu es connu pour être réalisateur et co-auteur des vidéos d'Inernet. Ouais, créateur d'Inernet. Ouais. Bonjour, le chien a tout bouffé, vous avez qu'à vous acheter une montre et les huîtres viennent juste de partir en courant. Je reçois ce soir un homme de l'ombre et de la lumière, un intermittent du spectacle comme pas deux. J'ai nommé l'inventeur de la guirlande, Gigi Guirlande. Gigi Guirlande, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, on va parler un peu d'une expérience que tu as vécue à Cannes, une expérience artistique et introspective, on va dire. Ça me tenait à cœur qu'on en parle ici, parce qu'en plus, on développe des projets ensemble, tous les deux. Ouais. Et qu'il se trouve que tu as réalisé un film à Cannes que nous allons diffuser sur la chaîne Feuillage. Merci. Pas de rien. Mon plaisir. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé à Cannes ? Donc en fait, j'ai eu la possibilité de partir à Cannes en résidence avec CNC Talent, qui est donc un fonds créé par le CNC pour les créateurs digitaux. L'idée de la résidence, c'était de créer un contenu vidéo. Moi, vu que je travaille aujourd'hui principalement, voire exclusivement sur les sujets autour de l'écologie, de l'effondrement, du catastrophisme éclairé, on va dire. J'avais envie de tester, justement, de faire une fiction, de faire un court-métrage à Cannes, parce que Cannes est vraiment l'antithèse de la décroissance. Une sorte de métaphore de ce qu'on vit au quotidien dans notre société, c'est-à-dire une forme d'illusion, une sorte de décadence extrême, alors qu'on sait très bien ce qui se passe autour et les choix qu'on devrait faire pour réussir à vivre mieux par la suite dans le futur. Comme on n'avait pas énormément de moyens, j'ai choisi de faire un film de photos à la façon de La Jetée de Chris Marker, avec très très peu de moyens, qu'on a tourné puisque c'était juste des photos, avec shooté avec l'actrice qui a joué dans mon précédent court-métrage, donc Clotilde M. Et donc on a fait ce petit film tous les deux autour d'une trame que j'avais écrite sur une actrice et un réalisateur qui partent à Cannes. On est resté très très près de ce qu'on vivait. Et il va se passer un événement, un micro-événement en fait, qui va empêcher les raisons pour lesquelles ils sont venus et qui est lié à l'effondrement. On est excités comme des gamins. On part tous les deux pour le festival. On a écrit un film ensemble. Un film sur lequel nous avons passé des mois. C'est notre bébé, comme un petit miracle. Ce côté bling-bling en fait de Cannes, qui évidemment apparaît à tous. Cannes est pourtant un passage obligé quand on est dans le milieu du cinéma à un certain palier. Comment tu le perçois ? Si tu veux, par rapport à ce film-là, il y avait un peu une contradiction, c'est-à-dire de vouloir faire un cinéma, on va dire, un peu plus où on rentre un peu dans l'intime, on rentre dans ce type de questions et d'être dans ce milieu-là. Mais en fait, Cannes contient ça. Tu vas avoir des grands réalisateurs, des grandes réalisatrices qui présentent des films sociaux, qui présentent des films durs, politiques. Et tu vas voir ces films-là dans un cadre où on est au bord de la plage, on boit du champagne, où tout le monde est ultra sapé, où tu as des boîtes des sociétés qui vont arroser la croisette de produits divers et variés. Et donc, il y a une sorte de dichotomie dès le départ. Et tu réalises en fait assez vite que souvent le cinéma est un prétexte. Le vrai objet du Festival de Cannes, c'est de faire du fric pour plein de boîtes et d'être dans le prestige. Donc ça donne des ambiances très bizarres que moi je trouve pas très agréables et ça faisait longtemps que j'y étais pas allé. Aussi pour cette raison-là, parce que c'est pas un endroit qui m'intéresse, même si professionnellement ça peut avoir du sens. Mais là, on y est allé justement en se disant ok, on va être en pleine dissonance cognitive, mais on va s'en servir pour essayer de raconter justement ce qu'on est en train de vivre au quotidien. Pour faire ce film, tu t'es inscrit dans une sobriété assez remarquable, puisque qu'est-ce que tu as utilisé comme on a utilisé des petits appareils photo, pas jetables, mais des vieilles boîtes à sardines en plastique, avec des objectifs en plastique qui ne se règlent même pas, où il n'y a pas de réglage, il n'y a aucun réglage. Et j'avais juste fait des tests avant avec certaines pellicules, noir et blanc. Et donc j'avais mes deux appareils et avec deux émulsions différentes. Et en fonction des moments, je prenais des photos. Et ça va très bien, je trouve, avec l'histoire qu'on raconte. Ça va très bien aussi avec la thématique, c'est-à-dire de faire moins, de réussir à raconter des histoires avec moins de choses, moins de moyens. Alors que la soirée bat son plein, je m'étonne de ne plus la voir. Mais non, je la retrouve. Elle est là, plantée au milieu de la fête, comme perdue. Je vais la voir, mais elle ne dit rien. Son regard a changé, comme si elle m'en voulait.
En imaginant un monde vraiment post-effondrement où on n'a plus accès à toute cette technologie très sophistiquée pour faire des films, on peut quand même être artiste et créer des images. Même s'il y a un paradoxe aussi qui est qu'on se sert de l'outil principal de la démocratisation de l'image et tout qui est Internet pour réussir à raconter ça. Et donc, mais on est forcément dans un paradoxe aujourd'hui, où qu'on soit placé, il y a forcément des paradoxes. Le paradoxe, il est énorme parce que du coup, tu parlais de ce récit de Cannes qui du coup est hyper médiatisé parce que justement ça fait rêver les gens. Pendant ce festival de Cannes, cette année, il y a eu une tribune qui a été rédigée par Cyril Dion et initiée par Magali Payen du mouvement On est prêt, qui s'appelait, je crois, Résister et créer, et qui était un appel au monde du cinéma pour agir face aux enjeux écologiques auxquels on est confronté. Donc en gros, on avait cette tribune dans cette espèce d'énorme industrie très bling-bling, comme on le disait tout à l'heure. Sur le toit d'un casino. Sur le toit d'un casino. Vraiment, la totale, quoi. Pour dire, en gros, raconter des histoires différemment et arrêtons d'entretenir justement ce leurre de l'épanouissement par l'accumulation de biens et surfons sur d'autres valeurs. Qu'est-ce que ça t'évoque, du coup, d'avoir cette sorte de capsule militante qui arrive dans cette énorme bulle Déjà, c'est un bon signe, c'est une bonne chose et c'est très bien qu'il l'ait fait et de réussir à mettre le pied dans la porte, entre guillemets. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on retrouve encore une fois à l'échelle de la société. C'est juste que là, c'est concentré. Parce qu'on va parler d'écologie dans une soirée où il y a, je sais pas, une centaine de bouteilles de champagne, où il y a des centaines de tonnes de bouffe qui vont partir à la poubelle. Et tout le monde se dit « Ah oui, c'est très important ». Mais on ne fait pas la chose qu'on est en train de dire. Mais malgré tout, ça s'imprime, ça se diffuse, ça infuse. Comme j'aime à dire, ça sédimente progressivement en fait. Et je pense que tu as des gens qui vont être très militants, très radicaux, que ce soit dans le féminisme, l'écologie ou d'autres sujets importants comme ça. Il en faut, et c'est bien qu'ils existent. Et il faut aussi des gens justement qui fassent des ponts. On a besoin de tout le monde en fait. On a besoin de gens qui sont très radicaux, on a besoin de gens qui sont plus modérés. Il faut réussir à parler avec tout le monde. Et par rapport au récit, si demain il y a une grosse comédie française avec Danny Boone qui sort, il y a un personnage d'écologiste et que c'est peut-être un peu caricatural, mais que ça permet de parler de ces choses-là au plus grand nombre, moi je suis content. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que des petits courts-métrages artistiques comme le mien, même si, c'est pas péjoratif quand je dis ça. Tu vois, il ne faut pas que des vidéos militantes, explicatives, il faut pas que... Je pense qu'il faut tout. Il faut réussir à être à tous les endroits. Dans la comédie, dans le drame, dans la science-fiction, les Parasites qui font leur série sur l'effondrement, qui s'appelle L'effondrement sur Canal, qui va sortir à l'automne. C'est très bien, voilà, il faut réussir à aborder tous les sujets et avec la plus grande diversité possible. Ça fait pas très très longtemps que tu t'es approprié ces sujets. Alors ça fait probablement un certain temps que tu as eu cette prise de conscience et finalement ces émotions autour des enjeux écologiques, etc. Mais dans tes créations, c'est assez récent. Ouais. Dernièrement, tu as réalisé un court-métrage qui s'appelle 20 la vague, donc, avec Clotilde M, tu en parlais tout à l'heure. Juste, est-ce que tu peux pitcher 20 la vague Donc 20 la vague, c'est l'histoire de deux femmes qui sont... perdues, seules dans une maison au milieu de la forêt, assez éloignées du reste du monde, on va dire, alors qu'à l'extérieur, un virus se déclenche et qui va toucher une partie très précise de la population, qui est les femmes. Et donc, le personnage qu'incarne Clotilde dit à l'autre, qui est plus jeune, en gros, c'est la merde. Et c'est comment ces deux femmes vont organiser leur survie par rapport à cet élément à l'extérieur. Et donc c'est déjà en fait écoféministe, et ça l'était déjà il y a 10 ans, sauf que je ne l'avais pas vraiment conscientisé comme ça, et je ne m'étais pas encore inscrit dans la ligne aujourd'hui, on va dire, qu'on va appeler collapsonaute. Et pour moi, même si l'écologie était un sujet important que je reliais au social et au féminisme, je ne le voyais pas comme une sorte de sujet central, en fait, une sorte de plateforme autour duquel tout se réunit. Pas qu'on puisse nous tracer. Même si les réseaux passent mal, avec le satellite, on sait jamais. Dom, c'est quoi ce délire là? Assieds-toi, Mathilde. Juste au moment en fait où j'ai fait 20 la vague, peut-être dans le mois d'après, j'ai découvert le bouquin de Servigne et Stevens. Et quand j'ai découvert qu'en fait il y avait un terme
qui englobait toutes ces problématiques et qui l'abordait d'une façon très réaliste, justement. Donc la collapsologie. Qui est donc la collapsologie, et qui disait la question n'est pas de savoir si on va se prendre le mur, la question est de savoir qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on fait après. Et en fait, pour moi, ça a tout changé dans ma perspective et ça m'a obligé à me coller avec cette angoisse, avec cette anxiété aussi, de manière beaucoup plus concrète et à me dire ok, je vais y aller à fond et je vais très certainement, d'après ce qu'ils en disent, réussir à surmonter ça ou en tout cas à m'approprier ça parce que je n'ai pas le choix. Parce que j'ai des enfants, parce que moi, de toute façon, ça me concernait au départ. Mais là, je vois qu'il y a quelque chose et il y a des gens qui pensent comme moi. Et aujourd'hui, tu penses que tu pourrais construire donc, des histoires qui donneraient à voir des situations enviables? Tout à fait. En fait, moi, le fait d'avoir fait 20 la vague qui correspond un peu à la première étape, la première marche, c'est le constat. C'est on va se prendre le mur, c'est horrible, qu'est-ce qu'on peut faire, il faut être survivaliste, il faut prendre les armes, il faut être dans cette espèce de panique. C'est la première marche, on va dire. Tu te dis, mais c'est forcément une impasse en fait. Il ne peut pas y avoir que ça et on ne peut pas faire société et on ne peut pas penser les choses si on est dans une sorte de panique et dans une sorte de peur réflexe où on s'enferme sur soi-même. Et Servigne et Stevens en parlent très bien justement en disant il y a d'autres choses, il faut qu'on soit résilient. Et c'est en fait de rentrer dans le dur de c'est quoi l'après. Et ça demande un effort énorme. Et c'est pour ça que les histoires sont aussi importantes dans ce mouvement-là. C'est que grâce aux histoires, on va réussir à donner de l'espoir aux gens, on va réussir à leur donner des méthodes, on va réussir à leur montrer où sont les écueils. Dans l'optique d'un monde qui s'effondre, comme c'est en train d'être le cas, qu'est-ce qui te fait le plus flipper? Nos parents, c'est la première génération à ne pas avoir connu de guerre depuis très longtemps. Et nous, on a baigné dans cette idée que tout allait bien pour le mieux et que ça allait continuer et que ça allait continuer à s'améliorer. Et là, en fait, on va simplement redécouvrir le fait que l'homme s'est toujours adapté, que la précarité de la vie humaine, de l'espèce, voilà, ça a toujours été d'une certaine forme une lutte. Et donc, c'est pas tant les conditions, parce que je pense qu'on peut continuer à vivre tous ensemble sur cette terre. Il y a des efforts à faire, évidemment, mais je crois que ce qui me rend le plus triste, c'est l'injustice. C'est-à-dire que on va vers des sociétés injustes. Et c'est ça qui va être le plus terrifiant, c'est qu'on va se retrouver dans des camps. Des camps au sens de part et d'autre, de lignes. Divisés, et qu'on le veuille ou non, et je pense au même titre que dans les années 30, les Allemands qui n'étaient pas nazis se sont retrouvés allemands et dans une Allemagne nazie, et te dire c'est quoi mon choix à l'intérieur de ça, qu'est-ce que je fais. Je pense qu'on va se retrouver dans des situations similaires et c'est ça que je trouve terrible en fait, c'est de léguer à nos enfants des choix terribles à faire alors que la génération de nos parents et notre génération, au final, on a fait relativement peu et s'est laissé porter et c'est désintéressé de sa propre responsabilité. Donc ce qui me fait le plus peur, c'est l'injustice et donc la violence. Donc, la violence d'État, la violence des communautés. Merci Benjamin. Merci à toi Lénie. Merci d'avoir suivi ce Sur fond vert avec Benjamin Bunel. Tous les liens des films qu'on a évoqués ensemble, donc, que Benjamin a réalisés, sont dans la description. Allez les voir. Et donc très prochainement, on diffusera sur la chaîne Feuillage, Dernier Feu. Petite précision, en général, chez Feuillage, on fait de l'humour un peu poète-poète. Là, évidemment, on n'est pas du tout dans le même contexte. Hein. On va changer un petit peu de contenu, c'est plus dramatique. Par contre, quelque chose nous tient vraiment à cœur sur la chaîne, c'est la créativité, l'ambition en termes de réalisation et d'univers visuel. Et là, pour le coup, on y est. Et c'est aussi pour cette raison qu'on a à cœur de diffuser Dernier Feu sur cette chaîne. Merci. À bientôt.